Bonsoir à tous et bonsoir à ceux qui nous regardent en direct, puisque les membres de l'école occidentale peuvent dorénavant entendre l'enseignement en direct. Donc, coucou. C'est la première année. Donc, chaque année, donc je présente la méditation, comme ça, bénévolement tous les mercredis soirs. Et comme je n'aime pas, j'ai cherché quelle manière d'essayer de montrer comment la méditation s'incarne dans nos vies et n'est pas juste un truc un peu technique pour essayer d'être comme ceci ou comme cela. Et donc chaque année, je choisis un thème directeur. Et donc, l'année dernière, nous avons pris en quoi la méditation est un acte éthique. Et cette année, je me suis dit qu'il serait bon de prendre comme thème l'épreuve et l'énigme d'être corporellement vivant sur cette terre. Donc, je vais présenter à partir d'aujourd'hui un ensemble de 12 séances qui vont chaque fois présenter une autre facette de cette énigme. C'est une grande énigme parce que ce que je vais avoir à redire chaque semaine, c'est que notre corps n'est pas séparé de nos émotions, n'est pas séparé de notre esprit. Et donc dès qu'on parle du corps, c'est déjà bizarre, puisqu'au fond, pour nous, êtres humains, il n'existe pas quelque chose comme le corps à part. Et c'est justement parce qu'il est à part que ça nous pose des tas de problèmes. Donc parler du corps, c'est juste une manière de reparler de l'unité de notre être qui nous fait si profondément défaut. Mais nous vivons un temps où le corps est à la fois idolâtré et à la fois complètement méconnu, inhabité. Et c'est ça que je vais essayer de vous montrer, en particulier que je vais essayer de vous montrer. Le corps est complètement... Nous ne savons pas l'habiter, l'entendre. Et les conséquences sont, à mon avis, énormes. Et je crois que beaucoup de nos souffrances, de nos difficultés, de la violence, vient du fait qu'on soit si profondément déconnecté, séparé, dérelié de notre présence corporelle au monde. Et le corps, c'est ça, c'est la présence corporelle au monde. On va dire, ce dont je vais parler, c'est cette présence corporelle au monde. Je ne suis pas avec vous sans cette présence corporelle qui fait que nous soyons là ensemble. Et nous ne savons plus, nous avons perdu le fil, et c'est incroyablement douloureux. Alors, il faudra que je vous le montre, hein, et tout le défi, ça va être de vous montrer pourquoi, peut-être, qu'une des causes profondes de tous les désarrois et les difficultés que vous avez, c'est d'être privé de cette présence corporelle au monde. Il y aura donc 12 séances cette année. C'est un peu comme les séries, vous voyez. Il y a 12 épisodes. Épisode numéro 1. J'arrête de gérer mon corps comme je gère mon compte en banque. 2. Je ne suis pas un homme tête. 3. Je suis sans corps si je ne sais pas que les arbres sont vivants. 4. L'homme qui voulait caresser le corps de son chat et qui n'y arriva jamais. Oui, c'est étrange, on ne dit pas qu'on caresse le corps du chat. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça dit sur l'énigme du corps ? Pourquoi n'y a-t-il pas de corps sans soin ? Pourquoi Apollon était beau ? Pourquoi les robots n'auront jamais de corps ? Pourquoi la sensation nous fait goûter la fraîcheur du monde ? Pourquoi le corps donne le rythme, la danse et la musique ? Le génie de l'incarnation, comment apprendre à être un peu plus concret ?
11. Comment ne pas se faire piéger par l'émotion. 12. Pourquoi mon visage ne ressemble à aucun autre. Ah, j'ai bien travaillé. Ah, j'ai passé plusieurs mois. Et chaque séance, je finirai par évoquer un tableau qui soit comme une sorte de manière d'essayer de montrer quelque chose de l'expérience du corps. Et tous ceux qui sont inscrits, vous recevez l'invitation pour venir les mercredis et vous sera envoyé le tableau dont je vais parler. Et pour les membres amis, à partir de la prochaine fois, on vous donnera un petit livret avec tous les tableaux dont je vais parler pendant les 12 séances. Mais on était un peu débordés, donc on n'a pas fait pour aujourd'hui. Donc voilà, ceux qui n'ont pas reçu, je vous donnerai le nom, vous pourrez regarder après le tableau dont je vais parler. Donc voilà un peu le projet. Maintenant, l'enseignement de ce soir, j'arrête de gérer mon corps comme je gère mon compte en banque. Je voudrais partir, pour parler du corps, comme dans cette première séance, de l'expérience toute simple que nous avons tous du bonheur d'être, de cette présence corporelle au monde, le bonheur de marcher sur la plage, le bonheur de prendre une douche le matin, le bonheur de sentir le vent dans ses cheveux, enfin plus moi, le bonheur de prendre un ami dans ses bras, le bonheur d'embrasser quelqu'un, le bonheur de simplement être présent. Et le bonheur d'être corporel, c'est le bonheur de sentir la vie en soi. Et là déjà, je crois qu'on touche une des premières facettes de l'énigme du corps. Le corps, c'est toucher le corps, c'est sentir la vie en nous. Or, il y a 3 obstacles majeurs qui nous empêchent de faire cette expérience, qui nous font perdre de vue cette expérience toute simple que j'ai décrite. La première, une des plus évidentes, c'est l'image qu'il faut donner du corps, c'est tout le culte du corps. Le corps devrait être comme ceci, comme cela, il faut qu'il soit bronzé, qu'il ait des muscles. Oui, les adolescents, il faut qu'ils soient habillés comme ceci, qu'ils aient tel vêtement, qu'ils aient tel piercing, tel tatouage. Il y a toute une sorte de manière dont l'image qu'on doit donner de son corps empêche complètement d'avoir rapport à la simplicité d'être corporellement présent. Et ça, c'est très... il y a une sorte de canon auquel doit correspondre le corps. Et c'est très étrange parce que canon pour nous aujourd'hui, donc c'est comme une sorte de norme, il y a une sorte d'image normée auquel on doit correspondre. Et on est tous un peu prisonniers de ces normes. Et comment on peut essayer de retrouver son corps malgré ces normes? Mais c'est très étrange parce que le mot canon vient de la pensée grecque, mais chez les Grecs, le canon, c'est l'harmonie, ce qui donne harmonie. Et chez nous, le canon, c'est au contraire ce qui devient normatif et qui doit produire un effet. Il y a une défiguration ici très profonde de ce qu'est une image. Vous voyez, il y a une fabrication ici. Il y a l'image auquel on doit correspondre, et il y a aussi comment cette image est complètement intégrée à la marchandisation générale de notre monde, qui fait que le standard auquel on doit correspondre est fabriqué par l'industrie générale, avec le marketing, etc. Si demain, les publicitaires ensemble décident que les femmes doivent peser 15 kilos de plus, eh ben, tout le monde pesera 15 kilos de plus. Puis on a vu comment... Donc il y a quelque chose comme ça, comme une sorte de dictature au fond de l'image qui empêche d'habiter la simplicité de la présence au corps. Comment on peut se libérer de ça? Évidemment, si on pense à l'adolescent, on voit bien la difficulté. Après, au fond, vieillir a cet avantage qu'on apprend doucement qu'au fond, on peut être sans avoir à correspondre à ces normes. Mais on voit bien ici que l'image est un objet de propagande et que trouver le corps,
c'est se libérer de cette manière dont la propagande nous fait perdre de vue cette présence. Deuxième, donc ça c'est le plus, je crois, un peu assez évident. Oui, c'est aussi, mais c'est des choses toutes simples. Il y a des gens qui décident les couleurs qui vont être à la mode et qu'on doit porter. Moi, ça m'a toujours semblé. Et donc, si vous voulez vous habiller, moi, je m'achète une chemise jaune. Si ce n'est pas la mode, personne ne fera des chemises jaunes. Tout le monde fait la chemise qu'on a décidé. Il y a quelque chose, vous voyez, ça c'est le plus anecdotique, mais ça participe de cette idée de l'image qui nous prive de quelque chose, de la présence du corps. À un niveau plus profond, le corps est un peu notre esclave. Le rapport que nous avons au corps, la plupart du temps, c'est qu'il est un peu notre esclave, c'est-à-dire qu'il doit faire ce qu'on veut. Le corps, pour la plupart des gens, jusqu'à ce qu'ils soient malades, c'est en général le moment où ça s'arrête, toute leur vie, le corps, ça a juste été il doit me faire ça, il doit m'emmener là, il doit me donner tel plaisir, il doit me permettre de réaliser tel projet. Je n'écoute pas ce que dit le corps, je ne suis pas du tout à l'écoute. Le corps doit m'obéir. Et sans doute qu'une des révolutions de la pratique de la méditation, c'est évidemment nous libérer de la question de l'image, parce qu'on habite notre propre corps et donc quelque chose qui vient de plus profond, mais aussi c'est découvrir que méditer, c'est sans doute apprendre à entendre ce que notre corps nous dit. Vous voyez, c'est vraiment, le corps, pour la plupart d'entre nous, est un outil à disposition. Et donc, au fond, s'il y a quelque chose qui ne va pas, on voudrait réparer la chose. Et tout le discours aujourd'hui, je n'ai pas besoin d'y revenir, voudrait essayer de présenter le corps comme un ensemble de mécanismes et que s'il y a quelque chose qui est déréglé, on va le remplacer. Et donc, grâce au progrès scientifique, le corps n'est plus qu'une machine. Est-ce que ce n'est pas perdre de vue quelque chose de très, très, très fondamental, ce que je disais tout à l'heure, que le corps, ce n'est pas seulement un ensemble de mécanismes, mais c'est aussi le plaisir de pouvoir marcher au bord de la mer. Et puis, troisièmement, je crois troisième manière, mais je ne prétends pas être exhaustif, j'ai juste essayé de trouver trois choses qui me semblent nous priver de la présence au corps. C'est le corps est une sorte de capital qu'il faut gérer, qui est là plus en rapport avec le titre de l'enseignement de ce soir. Notre corps est un capital qu'il faut gérer au mieux. Il y a un bénéfice que j'ai compte de mon corps que je dois obtenir. Donc, s'il faut que je fasse tant de minutes de sport ou manger tel aliment, l'idée, c'est comment je peux maximaliser la ressource qu'est mon corps. Le corps est une ressource, comme les ressources naturelles, comme les êtres humains dans une entreprise sont des ressources humaines. Donc j'ai mon corps comme ressource, comment je peux le gérer au mieux pour en obtenir le maximum. Et ça, c'est vraiment l'idée que le corps est là pour une sorte de performance. Et je voudrais vraiment réussir à vous faire sentir qu'il y a quelque chose de terrible, terriblement douloureux. Mon propos n'est pas du tout un propos moral. Mon propos est juste de voir que ça nous étreint beaucoup, sans nous rendre compte, parce que on ne se rend même pas compte. Mais cette manière de gérer son corps nous désapproprie de nous-mêmes, nous coupe de la vie. Si, ce que j'ai dit tout à l'heure, on marche au bord de la mer et tout ça, le corps, c'est donc le bonheur de sentir la vie en soi, le fait que j'instrumentalise mon corps comme une sorte de capital me prive de ce bonheur-là. Et moi, je suis par exemple très frappé de la défiguration du sport aujourd'hui. Le sport, c'est complètement incroyable parce que la gymnastique vient du monde grec, qui était le fait d'être nu. La gymnastique, c'est la plénitude du rapport au monde. Quelqu'un court, c'est vraiment le déploiement de l'humanité qui se montre. Et aujourd'hui, on voit bien comment, l'exemple le plus frappant, c'est le dopage. On voit bien comment le sport est entièrement pris par le dopage étant vraiment que ce qui compte, c'est plus le déploiement d'harmonie, c'est la performance. Du reste, une des choses qui est très très frappante, la différence entre les Jeux olympiques grecs et les Jeux olympiques actuels, c'est que les Jeux olympiques grecs, ce qui compte, c'est quel est le premier, qui se déploie dans la magnificence de la présence. Son corps se déploie dans la manifesteté la plus grande. Et c'est ça que les coureurs, les gymnases étaient nus, parce que c'est quelque chose qui se déploie du corps donné, cette présence au monde.
Si vous avez déjà été en Grèce voir les stades qui sont toujours adossés au temple, c'est vraiment un lieu de déploiement presque sacré. Et aujourd'hui, ce n'est pas le premier, ce n'est pas la beauté du geste, ce n'est pas la beauté de ce déploiement, c'est le chronomètre. C'est Usain Bolt a fait 9,83, il l'a fait 9,83. C'est le 9,83 qui prend la place sur la magnificence du déploiement de ce déploiement d'humanité. Alors en même temps que nous, on regarde le sport, on est à la recherche quand même de ce déploiement d'humanité, parce qu'il y a quelque chose de très frappant, c'est que le sportif, au fond, devrait être l'être qui ne triche pas sur le terrain de sport. Il se déploie, nous on voit bien toutes les tricheries qu'il y a partout, là il y a quelque chose qui se déploie, et vous voyez comment le dopage vient là comme un signe de cette capitalisation du corps, qui est une dépossession, une désappropriation très profonde du corps, d'une très profonde... Vous voyez, le dopage, c'est quoi? C'est le corps n'est plus qu'une efficience qu'il faut pousser à bout. C'est ça la logique. Le corps, c'est une efficience, comment je la pousse à bout? Donc, il n'y a pas de... Vous voyez, c'est très abyssal. Dans le monde grec, mon idée n'est pas de dire qu'il faut être comme les Grecs, hein. Mon idée, c'est de regarder quelque chose d'un peu lointain pour mieux voir un peu notre temps. Mais c'était très intéressant que dans le monde grec, il y avait deux choses qui aident un être humain à devenir un être humain, c'est les lettres et la gymnastique, et aussi la musique. Ça, j'en parlerai, parce que la gymnastique, c'est vraiment apprendre à avoir un rapport à soi et au monde. Vous voyez, par le corps, il y a quelque chose qui s'ouvre du rapport à soi et au monde. Aujourd'hui, si on fait de la gymnastique, ça doit être pour la santé. C'est bien que faire du sport, mais c'est parce que ça va être bon pour ta santé. Et c'est d'un certain point de vue, on va croire que je suis obsédé par l'idée de l'inutilité et que ça ne sert à rien. Mais au fond, quand même, la grande vertu de la gymnastique pour les anciens, c'était que ça ne sert à rien. Ça vous rend humain. Ça vous aide à déployer votre humanité. Aujourd'hui, il faut que ça serve, encore une fois, je ne suis pas du tout opposé au fait qu'on fasse du sport pour être en meilleure santé. Mais le fait de vouloir faire du sport pour être en meilleure santé participe de cette potentialisation capitalistique de notre corps. Et quelque chose est perdu du bonheur d'être. Et au fond, moi, ce que je voudrais vous inviter, c'est à sentir le bonheur d'être. Un des exemples où on voit bien quand même le corps, je crois, c'est dans la musique. Je crois qu'un musicien, on comprend bien qu'un musicien, par son corps, il entre en résonance avec la musique. Et du reste, c'est souvent les musiciens qui ont été les premiers à faire attention à comment manger, etc., pour non pas potentialiser leur corps, mais pour pouvoir trouver un sens d'harmonie. Et on peut faire du sport pour être en harmonie avec le monde, on peut faire du sport pour juste maximaliser sa santé. Ça semble quasiment jouer sur les mots de dire les deux choses, et c'est profondément une autre attitude. Et je pense que l'attitude que peut donner la méditation, c'est cette manière harmonieuse d'habiter le monde. Vous voyez, on n'imagine pas, je trouve l'exemple du musicien très bien, on n'imagine pas un pianiste qui va se doper pour mieux jouer du piano. Et ça, c'est très, très éclairant. Pourquoi il ne peut pas se doper? Parce que ce n'est pas une potentialité. C'est-à-dire son corps est l'espace de résonance à partir duquel il s'accorde à la musique et au monde. Et la gymnastique était pensée comme une manière d'être au diapason de l'espace. Vous entrez en rapport avec l'espace, vous faites un avec l'espace. Et qu'est-ce que fait le musicien? Il y a un lien entre ce qu'il sent, la musique qu'il entend, ce qu'il joue, comment ça résonne. Il faut que tout fasse un. C'est ça, au fond. Qu'est-ce que c'est le corps pour le musicien? C'est ce qui lui permet de se synchroniser avec tout ça. Ce qu'il entend, comment ça sonne, comment il sent, comment son corps est, tout est ensemble. Et au fond, le bonheur d'être corporel, c'est le bonheur d'être réunifié au monde. L'exemple de se promener au bord de la plage, c'est un exemple très frappant parce que
c'est notre corps, mais c'est la plage, mais c'est le soleil, mais c'est une manière d'être immergé dans un monde. Et ça, c'est très très important parce que quand je suis au bord de la plage, je suis plongé dans le monde, je suis ouvert au monde. Et être ouvert au monde, ce n'est pas une performance. Et donc, notre rapport au corps, nous, il est pris dans l'idée de la performance. L'image, le corps doit m'obéir, le corps est un capital. Alors que c'est au contraire, il s'agit de quelque chose d'un accord. Quand on voit un très bon nageur, on a l'impression qu'il est tellement accordé avec l'élément eau que c'est sublime, on a l'impression qu'il devient un avec l'eau, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui transcende. Et en nageant, on a l'impression que l'eau devient encore plus haut, et non un obstacle. Moi, quand je nage, je ne vous montrerai pas, on a l'impression quand même que l'eau est un peu un obstacle. Mais moi, je ne le sens pas comme ça, donc ça me va. Et quand on voit je fais quand même un peu cette expérience-là, même si je... Mais quand on voit un grand danseur, un grand nageur, c'est ça qu'on voit, c'est vraiment... Il devient vraiment, vous voyez, il s'accorde avec l'eau, il devient un avec l'eau, c'est un bonheur extraordinaire. C'est ça le bonheur de notre corps. Mais quand quelqu'un court sur la terre, c'est comme si la terre devenait vraiment terre parce qu'on court dessus. Elle se révèle comme terre quand on pose les pieds sur le sol. Évidemment, si vous êtes dans la performance avec votre New Watch qui fait que vous faites tant de tours, vous avez brûlé tant de calories, tout, c'est pas du tout. Vous voyez, quel rapport est-ce que vous arrivez à entendre? C'est pas le même rapport au corps. Si vous courez pour vous harmoniser avec le monde ou si vous courez pour suivre la potentialité maximum, c'est ça le renversement que peut nous offrir la méditation et dont on a besoin pour nous sentir juste mieux. Et c'est vraiment une question d'harmonie, et il y a quelque chose qui rayonne. Et je crois que c'est par là qu'on peut écouter, aimer notre corps. Et au fond, ce dont il est question, c'est est-ce qu'on peut avoir à neuf un rapport gratuit à notre corps, un rapport pour rien à notre corps. Et au fond, le seul rapport juste à notre corps, c'est un rapport dans lequel ça ne sert à rien. C'est pas je ne fais pas quelque chose pour que ça serve à quelque chose, mais juste pour le bonheur d'être vivant. Ça, je crois que c'est au fond, le sommet du rapport au corps, c'est quand on est juste dans le fait que le corps rayonne. Je marche au bord de la plage. C'est très très douloureux de voir le manque d'épanouissement, tant de formes de dépression chronique viennent pour une large part de cet appauvrissement du corps, parce que cet appauvrissement du corps, c'est un appauvrissement du monde, c'est une perte de saveur, c'est une perte de sensation, c'est une perte de... Donc c'est le corps instrumentalisé, on coupe toutes vos antennes, on coupe toute l'ampleur du monde, vous êtes de plus en plus restreint. Et donc ça, c'est l'appauvrissement du corps. Après, il y a cette obsession de la gestion qui n'a aucune raison de s'arrêter en chemin. Donc c'est vraiment la violence du dopage qui n'en finit plus, par plein de formes. Il faut absolument que je le contrôle. Et puis, sans corps, le monde devient de plus en plus virtuel. Il y a quelque chose là on réduit le monde à un univers numérique. Et là, au fond, le virtuel, c'est l'isolement maquillé en communication. Je ne suis pas contre, vous voyez, je suis le premier à vouloir absolument que ceux qui ne puissent pas venir puissent me voir enseigner. Mais je sais très bien que ça n'est pas pareil que de vivre une expérience corporellement présente. Et puis, le quatrième point, c'est que cette privation de cette joie d'être corporellement nous fait perdre notre dignité et notre confiance. Je crois que le manque de confiance
le sentiment, oui, le manque de confiance. Je crois que c'est vraiment un des problèmes majeurs de notre temps. Nous manquons de confiance. Et alors, ce n'est pas du tout ce que les gens disent habituellement. Moi, je ne parle pas de l'estime de soi. Je parle de la confiance en la vie, la confiance. Parce que moi, je dis toujours, je le redis, je dis toujours, moi, je n'ai pas confiance en moi quand je vous parle, mais j'ai confiance dans ce que j'ai à dire, j'ai confiance dans la vie, j'ai confiance que vous pouvez entendre. Vous voyez, il y a quelque chose de beaucoup plus ample que juste confiance en moi. Et avoir perdu son corps, avoir perdu une part de l'ampleur du corps, c'est vraiment perdre confiance. Parce que c'est par l'ancrage dans le corps qu'on a confiance. On a confiance dans ce qu'on sent, on a confiance dans ce côté bon d'être là, on a confiance de ce qui se passe dans la relation. Si on n'est plus à l'entente de notre corps, comment on peut entrer en relation avec quelqu'un? Parce qu'entrer en rapport avec quelqu'un, ce n'est pas un acte intellectuel, c'est toujours un acte qui s'incarne. Et je crois que là, il y a quelque chose d'une sorte de profonde maladie de notre temps. Pour essayer de montrer quelque chose de la splendeur du corps qu'on peut retrouver, que j'espère que la méditation peut vous aider, je voulais commencer aujourd'hui par vous dire 2 mots d'un tableau de Kooning, Rosy Finger Dawn, at Laos Point, de 1963, qui se trouve à Amsterdam, donc vous pourrez le voir, qui est un tableau abstrait de Kooning. De Kooning fait partie de la génération de ces peintres américains avec Pollock, qui vont essayer de repenser la peinture J'aurais pu prendre un tableau de Pollock aussi, du reste. Ce qui est très beau, c'est que ces tableaux qui ne représentent rien, mais qui sont une expérience corporelle tout entière. Et c'est ça que je trouvais intéressant, c'est qu'on voit une expérience corporelle profonde et entière. Car je crois un des points, c'est que le corps libre, le corps libéré, au fond, ce dont je vous parle, c'est comment libérer votre corps. C'est un corps qui n'est plus un instrument, c'est un corps qui est monde. C'est le corps qui n'est plus filtré non plus par la pensée, c'est le corps-corps. On va dire, la plupart du temps, j'ai le corps pensé. Par exemple, je ne sais plus où j'ai mis mes lunettes, et puis finalement elles sont sur le bout de mon nez, ou elles sont sur ma tête comme ça, mes lunettes de soleil, et puis donc on ne sent plus son corps, donc on a le corps pensé. La plupart du temps, on a un corps pensé, on n'a pas le corps-corps. Qu'est-ce que ça voudrait dire revenir au corps-corps, le corps hors de la pensée, le corps dans l'épreuve entière? Et je crois que, pour moi en tout cas, de Kooning montre quelque chose du corps-corps, du corps libéré. C'est l'être entier qui peint par son bras. C'est l'être entier qui se montre dans un tableau. Il n'y a pas de dedans et il n'y a pas de dehors. Il y a quelque chose comme un jaillissement corporel d'une plénitude. Il y a un éclatement corporel. Je crois que c'était vraiment le choc de ces premiers tableaux. C'est qu'il n'y a plus de forme, il n'y a plus rien qui passe par l'ordre de la pensée, il y a juste le corps qui se libère. Et c'est marrant. C'est frappant comment, à l'instant où le corps est en train d'être corseté, il y a ces peintres qui inventent quelque chose comme un corps libéré. En 1951, Motherwell, qui était un autre peintre, avait fait une rencontre avec différents artistes et avait demandé à de Kooning quand peut-on savoir qu'une œuvre est terminée. Et de Kooning disait « Je peins moi-même en dehors de la toile. Et une fois que je l'ai faite, je peux tout à fait la jeter ou la garder. Je suis toujours quelque part dans la peinture. Dans l'espace que j'utilise, je suis dedans. Il me semble que je me déplace autour et il survient un temps où je perds de vue ce que je voulais faire et du coup, je suis dehors. » Ce que j'aime bien dans cette phrase, c'est que peindre par son corps, c'est être à la fois dans la toile, hors de la toile. Mais il n'est plus juste en train de représenter un corps, il est corporellement la toile. Je
crois que l'expérience qu'on fait, c'est qu'on voit quelqu'un qui est corporellement la toile, et en voyant ces tableaux, je me sens corporellement libéré, parce que d'un seul coup, moi-même, je suis pris dans le fait que j'entre, que je suis moi aussi dans la toile. Je n'ai plus quelque chose à regarder, je suis dedans et dehors. Dans l'histoire de l'Occident, le corps qui a été peint a presque toujours été un corps idéalisé. C'est un corps qui est, oui, un corps idéalisé ou un corps transfiguré religieusement. On pourrait dire les deux visages du corps. C'est un peu schématique, mais disons en gros, c'est le corps idéalisé, ce n'est pas un corps réel, c'est un corps idéal. Et puis, sinon, c'est un corps transfiguré religieusement. Et donc, ce qu'on voit, c'est cette transfiguration religieuse du corps. Et je crois que De Kooning, pour moi, m'aide à voir un corps qui se déploie dans toute sa densité, matérialité, fragilité, tendresse, ductilité. Et je trouve qu'il nous donne quelque chose de cette plénitude de sensations. Au fond, si je reprends l'exemple de se promener au bord de la mer, on est immergé dans le corps est là, l'espace où on est immergé dans une plénitude de sensations, de ressentis, d'expériences. Le corps est là dans un déploiement qui court-circuite nos points de repère mentaux. On n'est pas juste... Si je dis je suis au bord de la plage, ça ne dit pas tout ce qui se passe dans la sensation d'être un avec le paysage. Pas paysage, avec le milieu, parce que ce qui est très frappant quand je suis au bord de la plage, c'est que je ne peux pas regarder la plage comme un paysage, puisqu'il n'y a rien. Il y a trois bandes. Le sable, la mer, le ciel. Donc, donc je ne peux pas prendre du recul pour le regarder. Je suis dans le paysage, je suis dans le milieu, disons. Et c'est cette épreuve que De Kooning aide à voir et qui me semble ce que nous devons essayer de regagner. Il y a un critique d'art qui a dit une des choses les plus connues, peut-être certains d'entre vous connaissent, Harold Rosenberg disait « À un moment donné, chaque peintre américain commençait à voir dans la toile une arène où agir, et non plus un espace où reproduire, redessiner, analyser ou exprimer un objet réel ou imaginaire. Ce qui devait se dérouler sur la toile n'était plus une image, mais un événement. Le peintre n'abordait plus le chevalet avec une image présente à l'esprit, il s'approchait tenant un matériau à la main pour l'employer sur cet autre matériau devant lui. » C'est vraiment ce rapport, vous voyez, de matière. Au fond, on peut dire, De Kooning, c'est aussi la découverte que la matière, que le corps a une matière, que le corps n'est pas juste quelque chose d'idéal, une représentation, mais que c'est cette matière vibrante qu'il faut regagner. Et c'est ça qui me semble, qui me semble un peu éclairant. Donc je me suis dit, voilà, je voulais vous parler de ce tableau juste pour essayer de montrer concrètement quelque chose de cette possibilité. Je crois que, voilà, non, excusez-moi, pour le dire autrement, je crois que De Kooning nous aide à voir dans un de ses tableaux comment un rapport au corps où il ne s'agit pas de le gérer, mais de le laisser se déployer. Et quand je regarde un tableau de De Kooning, ça m'aide à réapprendre à neuf comment sortir de l'idée qu'il faille gérer mon corps. Et c'est une expérience de joie intense et profonde. Donc voilà pour le premier enseignement. Et si vous avez des questions, vous êtes absolument bienvenus. Bonjour.
Leïla, je suis infirmière depuis 30 ans, je le précise parce que c'est... Je ne vous entends pas. Bonjour, je m'appelle Leïla, je suis infirmière depuis 30 ans et c'est pour moi important de le dire parce que je voulais revenir sur ce que vous disiez à propos de la pleine conscience. Comment être pleinement conscient quand on est un patient chronique en pathologie évolutive ou en patient en phase palliative. Je ne vous entends pas très bien. Il n'y a pas une forme de cruauté quand on est un patient chronique en phase évolutive ou un patient en phase palliative, de leur envoyer à la pleine conscience, parce que justement ce qu'on fait tout partout dans tous les hôpitaux, c'est de leur ôter cette conscience. On met de la kétamine, on shoot, on donne de la morphine, enfin, c'est une façon aussi d'évacuer, quoi. Et comment on peut allier ça en étant patient chronique évolutif? Je ne parle pas d'un patient chronique classique, mais un patient évolutif. Mais donc, là, c'est à vous de me dire, parce que là, moi, je ne sais pas. Je ne peux. Qu'est-ce que vous diriez? La pleine conscience, c'est une forme de cruauté, quoi. Quelque part, il y a une forme de cruauté à être pleinement conscient de ces déficits et de ces déficits qui... c'est cruel, c'est la vie, hein, je veux dire, c'est comme ça. Moi, je suis entièrement d'accord. La pleine conscience, c'est cruel. C'est ça que moi, je suis tout à fait opposé à la pleine conscience. Et je crois que la méditation, c'est se libérer de la pleine conscience. C'est enfin sortir de la pleine conscience pour entrer dans le corps. Donc, je suis entièrement d'accord avec vous. C'est pour ça que je m'oppose autant que je peux à l'idée que la méditation s'appellerait pleine conscience, qui me semble... Vous avez raison, une absurdité complète, parce que c'est l'enfer. Imaginez même moi maintenant, si j'avais pleine conscience de mon corps, là, mais c'est l'enfer. J'essaye d'être présent à mon corps, c'est complètement différent d'être conscient. C'est absolument l'idée, les Français, c'est qu'il n'y a que les Français qui ont inventé l'idée de pleine conscience. Ça fait rire tous les étrangers du monde. Les Américains, mais ils se tordent de rire. John Kabat-Zinn qui écrit dans ses livres « La méditation is mindfulness and not consciousness », et nous, les Français, on appelle ça pleine conscience. Donc c'est vraiment les défauts intellectualistes et je ne veux rien entendre à ce qu'est la méditation, on peut difficilement faire mieux. Donc méditer, ce n'est pas du tout prendre conscience, c'est être présent. Donc si quelqu'un souffre, évidemment, il faut pas l'idée, c'est d'aider les gens à qui souffrent moins. Donc la question, c'est comment on entre en rapport à la présence avec douceur. Donc... je pense que le malentendu vient que c'est de l'idée qu'il faudrait être conscient, c'est horrible. Être présent, c'est complètement autre chose. Donc, comment on peut accompagner quelqu'un dans la présence? Et évidemment qu'accompagner quelqu'un dans la présence, c'est essayer de faire qu'il ne souffre pas. Merci. Et donc, votre question prouve, s'il était nécessaire, à quel point les ravages de la notion de pleine conscience. Et vous avez été un magnifique preuve que j'ai raison d'insister autant. J'ai écrit un texte là sur la méditation et j'avais enlevé le passage pour dénoncer la pleine conscience. Je vais le remettre parce que ça va rendre service, parce que c'est vraiment cette idée. Imaginez, je prends conscience que je bois mon verre d'eau, mais moi ça me panique. Je me regarde faire, parce que la conscience en Occident, elle est réflexive, donc vous avez complètement raison. Depuis Descartes, on ne peut pas faire autrement. La conscience, c'est j'ai conscience de, donc je me regarde faire. Si je me regarde faire en tout ce que je fais, il n'y a plus de présence. Le corps, c'est justement être libéré de la conscience. C'est faire confiance. Qu'est-ce que c'est avoir un corps? C'est faire confiance que le corps sait quelque chose sans que j'ai besoin de passer par la conscience. Et ça, c'est le génie de la méditation, c'est qu'il y a autre chose que la conscience, qu'est la présence. Donc c'est ça que je dis, je crois, de manière assez juste, que méditer, c'est se libérer enfin, une fois pour toutes, de la pleine conscience qui est un très grand malheur. Est-ce qu'il y a une autre question? Là, il y a une question. Vous pouvez relever la main pour qu'il vous voie. Non, je voulais juste... bonjour à tous, d'abord. Bonjour à vous. Bonsoir. Je voulais juste rebondir sur ce que disait la dame, parce que moi aussi, en fait, j'ai connu une certaine forme de souffrance pendant pas mal de temps, pas mal d'années, et à ce moment-là, ce que j'ai fait, c'est assez bête, mais en fait, pour justement, parce que je suis totalement d'accord avec vous, qu'il faut revenir
avec l'harmonie du monde, revenir au corps, eh bien, bizarrement, en fait, je me suis palpée. C'est-à-dire que je me suis palpée, je suis revenue à moi-même, quelque chose que les enfants, que l'on fait aux petits bébés, aux enfants, etc. Donc je suis revenue à ça, et c'est ça qui m'a fait justement, comme vous le disiez si bien tout à l'heure, revenir à la vie. Parce que pour lutter contre la souffrance, c'est vraiment se rappeler que nous sommes des êtres vivants. Et ça, c'est très important. Et donc, pour ça, voilà, j'ai trouvé concrètement, ce petit remède. Juste. Et ensuite, j'ai été même plus loin. Lorsque j'allais dehors, j'allais toucher des matières vivantes, comme par exemple des arbres. C'est tout simple. Voilà, c'était juste pour rebondir sur la dame. C'est très beau ce que vous dites, c'est très juste. Vous avez déroulé ce dont je vais parler, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire le toucher, comment le corps c'est en rapport avec le tact. Et puis, et ça c'est, moi je pense profondément que c'est ça qui peut nous guérir tous. C'est par le corps c'est-à-dire, maintenant vous entendez, par le corps, par le fait que nous soyons vivants en rapport à l'harmonie, qu'on retrouve place au sein du monde. Et ça sera évidemment une des grandes questions qu'on devra traiter dans ces 12 séances. Qu'est-ce que ça veut dire prendre soin ? Est-ce qu'aujourd'hui, le fait qu'on ne prenne soin que d'un point de vue technique et qu'on n'est pas touché dans sa dimension d'être humain, est-ce que ce n'est pas un problème majeur ? Est-ce que là, il n'y a pas quelque chose... Est-ce que d'un côté, il y a le toucher qui est pour nous uniquement lié à la dimension, disons, érotique, de l'autre, il y a le toucher d'un point de vue purement médical et technique, mais alors, tout le reste qui est absolument central, qui devrait être vraiment l'espace naturel dans lequel nous sommes, complètement, nous l'avons abandonné. Et c'est une souffrance infinie. Donc, j'aurais beaucoup à reparler de ça. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on ne sache plus prendre soin du corps, qu'on ne sache plus le toucher. Et puis bon, je rebondis juste sur ce que vous avez fini. C'est pour ça qu'un des thèmes, c'est est-ce que je peux avoir un corps si je ne sais pas que les arbres sont vivants ? Et ça, nous verrons à quel point c'est absolument central. Et donc c'est très beau, je trouve, je dois dire, je suis très ému de votre témoignage parce que je trouve vous ne savez pas ce que j'ai prévu pour les autres séances, mais vous avez déployé très profondément ce que je voudrais essayer de réussir à faire. Donc, merci, j'en suis très heureuse. C'est très... non, mais je me dis, c'est bien, ça veut dire que dans mon petit laboratoire et mon petit bureau, ça correspond parce que c'est très beau, vous étiez dans grande souffrance, comment vous essayez de venir, et c'est bien mon intuition que c'est par là, donc je suis très content. Vous avez une question, ce sera la dernière. Mais je voulais arrêter parce qu'il fait très chaud, mais devant votre enthousiasme, je me suis dit... Merci. Vous essayez de nous expliquer qu'on a oublié notre corps, et je voudrais comprendre d'où vient cet oubli. Vous avez essayé d'expliquer, il me semble, puis c'est une idée qu'on retrouve de temps en temps, qu'il y a cette séparation entre corps et esprit, c'est de la foutaise. Ça, voilà. Et d'où vient cette séparation, cette volonté d'avoir voulu disséquer ce que l'on est entre un intellectuel pur et une saloperie de corps, quoi, en gros. Ça c'est très bien. J'y répondrai la prochaine fois. C'est le thème de la prochaine fois. Mais je vais quand même essayer de... Est-ce que c'est nécessaire de vraiment savoir pourquoi ? Mais moi, je ne sais pas... J'aurais envie de penser que ce n'est pas important d'essayer de comprendre pourquoi. C'est bien d'en faire vraiment l'épreuve. Je crois que c'est vraiment frappant. Ce que j'aimerais vraiment aujourd'hui, c'est de réussir vraiment à que vous sentiez « Ah, c'est vrai, je souffre de ça. Et, ah oui, je ne m'en étais même pas rendu compte à quel point je suis meurtri de ça. Je suis meurtri de... » Après, essayer de comprendre pourquoi, je ne sais pas si c'est si aidant. J'aurais plutôt envie de prendre encore d'autres exemples pour le montrer autrement. Plutôt que de... Je pense que c'est la prochaine fois, je vais essayer de dire 2-3 choses dessus. Mais ce n'est pas si aidant.
c'est pas si éclairant. Ce qui est vraiment éclairant, c'est juste d'en faire un peu l'épreuve pour du coup se libérer de cette prison. On est souvent manipulé par plein de choses, on est manipulé par des tas de conceptions, et se rendre compte que non, vraiment, c'est pas vrai, c'est un mensonge, ça peut vraiment nous libérer. Et c'est ça que je voudrais surtout faire, c'est vous libérer, plutôt que d'essayer de distribuer des mauvais points à tel ou tel. Voilà. Comment on se débrouille, c'est ça qu'on a, comment on se débrouille avec. Et voilà, c'est beau, parce que dans le même temps qu'il y a cette perte, il y a quand même des artistes comme de Kooning qui montrent quelque chose. Donc, vous voyez, et au long, il ne faudrait pas non plus répondre, parce qu'il y a des tas de raisons, mais c'est jamais complètement unilatéral, on verra. Par exemple, c'est clair que le christianisme a pour une part perdu quelque chose du corps, mais c'est vrai aussi que le christianisme a essayé de penser l'incarnation de manière absolument extraordinaire. Donc, pourquoi il y a plutôt un qui a pris le pas sur l'autre, vous voyez ? Et donc c'est pour ça que je ne peux pas non plus répondre, en plus que je pense que ce n'est pas nécessaire, c'est que je serais caricatural pour quelque chose qui est beaucoup plus subtil. Ben, écoutez, merci.